Alors que tout le monde dînait chez mes parents, ma sœur a fait irruption et s'est mise à crier « Où est Oli ?» Ma mère a demandé ce qui se passait. Et dès qu'elle m'a vue, ma sœur a attrapé une pince et a commencé à tirer mon oreille, essayant de l'arracher. Quand j'ai essayé de l'arrêter, mes parents m'ont attrapé les bras en disant « Laisse-la faire ce qu'elle veut. Elle ne va clairement pas bien. » Alors que j'essayais de la repousser, mon père m'a donné un violent coup de pied dans les côtes. « Tu le mérites pour ne pas avoir aidé ta sœur. » Ma fille de 10 ans m'a vu saigner et a appelé le 911. C'est alors que ma mère s'est précipitée derrière elle, en disant « Si quelqu'un dans cette maison dit quoi que ce soit, ça ne se terminera pas bien. » Mais ce qu'elle s'apprêtait à faire à ma fille a choqué tout le monde. Alors, dans un accès de rage, j'ai fait quelque chose qui leur a presque fait souhaiter n'être jamais nés. L'odeur du poulet rôti emplissait la salle à manger de mes parents, se mêlant au son du rire de ma fille tandis qu'elle racontait à son grand-père son récent projet pour l'Expo Science. Maisy venait d'avoir 10 ans le mois dernier, et regarder son visage animé pendant qu'elle décrivait son expérience de volcan me gonflait le cœur de joie. Mon mari, Tyler, était assis à côté de moi, sa main confortablement posée sur mon genou sous la table. Ces dîners du dimanche étaient devenus notre routine au cours de l'année écoulée, une façon de maintenir les liens familiaux malgré la tension sous-jacente qui semblait toujours couver juste sous la surface. Ma relation avec ma sœur cadette s'était détériorée au fil des ans, bien que je n'ai jamais pu déterminer exactement quand les choses ont mal tourné. En grandissant, nous avions été assez proches, partageant une chambre jusqu'à ce que je parte à l'université. Mais quelque chose a changé après qu'elle a épousé son mari il y a 5 ans. Elle est devenue exigeante, s'attendant à ce que je laisse tout tomber chaque fois qu'elle avait besoin d'aide avec ses 2 enfants ou qu'elle voulait que quelqu'un écoute ses plaintes concernant son mariage. Les demandes sont devenues de plus en plus fréquentes et déraisonnables avec le temps. 3 semaines avant ce dîner, elle m'avait appelé au travail, hystérique parce que son mari devait travailler tard et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour garder ses enfants immédiatement. J'étais au milieu d'une présentation cruciale pour un client majeur, quelque chose que je préparais depuis des mois. Je lui ai expliqué la situation, j'ai proposé de l'aider plus tard dans la soirée, j'ai même suggéré que notre mère pourrait prendre le relais pendant quelques heures. Elle m'a raccroché au nez sans un mot de plus. Depuis, silence radio complet. Mon père posait son verre de vin et commençait à discuter de sa prochaine partie de pêche avec Tyler quand la porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Le son a résonné dans la maison comme un coup de feu, faisant sursauter Maisy sur sa chaise. Ma mère s'est levée de table, son visage exprimant la confusion avant que l'alarme ne se propage sur ses traits. Des pas lourds ont retenti dans le couloir. Où est Oli ? Le hurlement venait de quelque part près de la cuisine, rempli d'un tel venin que mon sang s'est glacé. Ma sœur a fait irruption dans la salle à manger, ses cheveux en désordre autour de son visage. Le mascara coulait sur ses joues. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient injectés de sang et ses vêtements étaient froissés, flottant sur elle, bien qu'elle ait perdu du poids récemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Ma mère s'est précipitée vers elle, tendant la main pour toucher son bras. Mais ma sœur s'est dégagée violemment, son regard balayant la pièce jusqu'à se poser sur moi. Quelque chose de terrible a vacillé dans son expression, quelque chose au-delà de la colère ou de la peine. C'était de la haine pure, distillée et concentrée en un seul point brûlant. Elle a bougé plus vite que je n'ai pu réagir. Sa main a jailli, et j'ai aperçu le reflet métallique d'une pince serrée dans son poing. Avant que je puisse repousser ma chaise ou lever les bras pour me défendre, elle a attrapé mes cheveux de sa main libre et m'a tiré la tête sur le côté. La pince s'est refermée sur mon oreille avec une pression écrasante. La douleur a explosé dans mon crâne, blanche, brûlante et aveuglante. J'ai crié et j'ai essayé de me dégager en me tordant, mais sa prise sur mes cheveux s'est resserrée. Elle a tiré sur la pince, essayant littéralement de m'arracher l'oreille de la tête. Le sang a commencé à couler sur mon cou, chaud et collant. À travers le brouillard de l'agonie, j'ai entendu Maisy hurler, Tyler crier, une chaise racler contre le parquet. J'ai attrapé les poignets de ma sœur, essayant d'arracher l'outil de mon oreille. Mes doigts ont glissé sur le métal, rendu glissant par mon propre sang. Elle faisait des bruits gutturaux, bestiaux et terrifiants. J'ai réussi à passer une main autour de son avant-bras et j'ai tiré de toutes mes forces, brisant enfin sa prise sur mon oreille.
Le soulagement a duré exactement 2 secondes. Les mains de ma mère se sont refermées sur mon bras gauche. Mon père a saisi mon droit. Ils m'ont tiré en arrière, me maintenant en place avec une force choquante. Je les ai regardés avec incrédulité, incapables de comprendre ce qui se passait. C'étaient mes parents. Les gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient appris le bien du mal, qui étaient censés me protéger. Laisse-la faire ce qu'elle veut, a sifflé ma mère près de mon oreille, son souffle chaud contre ma joue. Elle ne va clairement pas bien. Vous êtes fous. Tyler était sur ses pieds, se dirigeant vers nous, mais mon père lui a lancé un regard qui l'a arrêté net. Reste en dehors de ça, a aboyé mon père. Ce sont des affaires de famille. Ma sœur est revenue vers moi, levant la pince vers mon visage. Je me suis débattue contre l'emprise de mes parents, réussissant à libérer partiellement un bras. J'ai poussé la poitrine de ma sœur, désespérée de créer une distance entre nous. Elle a reculé d'un pas, et à ce moment-là, la botte de mon père a heurté mes côtes. Le coup de pied m'a coupé le souffle. Je me suis pliée en deux autant que je le pouvais, ma mère agrippant toujours mon bras, haletant pour reprendre ma respiration. Des étoiles dansaient aux confins de ma vision. Quelque chose dans ma poitrine semblait anormal, une sensation de poignardement aigu à chaque tentative de respiration. Tu le mérites pour ne pas avoir aidé ta sœur, a rugi mon père, son visage violet de rage. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Jamais été témoin d'un tel niveau de fureur dirigé contre moi ou qui que ce soit d'autre. Il a ramené son pied en arrière. Maman. La voix terrifiée de Maisie a percé le chaos. À travers mes yeux larmoyants, je l'ai vue tâtonner avec son téléphone, ses petits doigts tremblants tandis qu'elle déverrouillait l'écran. Elle pleurait, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle me regardait, saignant et piégée entre ses grands-parents. Ma mère a lâché mon bras si soudainement que j'ai failli tomber. Elle s'est précipitée vers Maisie avec une vitesse effrayante, traversant la salle à manger en 3 longues enjambées. Si quelqu'un dans cette maison dit quoi que ce soit, a-t-elle grondé, tendant la main vers le téléphone de ma fille, ça ne se terminera pas bien. Maisie a éloigné le téléphone de sa grand-mère, reculant contre le mur. Ma mère a de nouveau tenté de le saisir, et cette fois elle a attrapé le poignet de Maisie, le tordant assez fort pour faire crier ma fille de douleur. Le téléphone a heurté le sol avec un cliquetis. L'autre main de ma mère s'est levée, paume ouverte, décrivant un arc vers le visage de Maisie. Quelque chose en moi s'est brisé net. La douleur à mon oreille, l'agonie dans mes côtes, la trahison et la confusion, tout cela s'est condensé en un seul point de fureur cristalline. Personne ne touche à ma fille. Personne. J'ai enfoncé mon coude en arrière dans l'estomac de mon père avec chaque once de force que je possédais. Il a grogné et a desserré sa prise juste assez pour que je puisse me libérer. J'ai attrapé l'objet le plus proche, qui se trouvait être un lourd plat de service en céramique rempli de purée de pommes de terre, et je l'ai lancé sur ma mère. Il l'a heurté à l'épaule, explosant en une pluie de morceaux blancs et d'éclats de porcelaine. Elle a crié puis a lâché le poignet de Maisie, se tournant pour me faire face. Tyler est finalement sorti de son état de sidération. Il a pris Maisie dans ses bras et s'est précipité vers la porte d'entrée, me criant de le suivre. Mais ma sœur m'a bloqué le passage, la pince toujours serrée dans sa main, son visage tordu par une telle méchanceté qu'elle ressemblait à une étrangère dans la peau de ma sœur. « Tu as tout gâché », a-t-elle craché. « Il m'a quitté à cause de toi. Mon mari est parti. Mes enfants demandent où est leur père, et tout est de ta faute. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. » Le sang continuait de couler de mon oreille sur le col de ma chemise. Chaque respiration envoyait des éclairs de douleur dans ma poitrine, mais l'adrénaline parcourait mes veines, aiguisant mes sens, anesthésiant le pire de la douleur. Tu étais censé m'aider, sa voix s'est brisée. Je t'ai appelé. J'avais besoin de toi et tu n'as pas daigné te déranger. Il a dit, si sa propre famille ne se soucie pas d'elle, pourquoi devrais-je le faire? Il a fait ses valises ce soir-là et a demandé le divorce le lendemain matin. C'est ta faute. La folie absolue de sa logique aurait été risible si la situation n'avait pas été si horrible.
Son mari l'avait quittée à cause de leur relation toxique, de son comportement contrôlant et de ses exigences constantes, parce qu'il avait probablement atteint son point de rupture après des années de dysfonctionnement. Mais elle avait tordu cela dans son esprit, trouvé quelqu'un d'autre à blâmer, et avait décidé que j'étais responsable de l'effondrement de son mariage. Tu as perdu la tête, dis-je doucement. Mon père s'était remis de mon coup de coude et avançait à nouveau. Ma mère se tenait près du mur, de la purée de pommes de terre étalée sur son chemisier coûteux, ses yeux plissés. J'étais en infériorité numérique, blessée et piégée. Mais j'avais donné à Tyler et Maisie assez de temps pour sortir, et c'était ce qui comptait le plus. Des sirènes hurlaient au loin, de plus en plus fortes. Maisie devait avoir réussi à composer le 911 avant que ma mère ne lui arrache son téléphone. Le son semblait pénétrer la brume de rage de ma famille. Mon père s'est figé, sa tête se tournant brusquement vers la fenêtre. Le visage de ma mère est devenu pâle. « Que as-tu fait ?» a exigé mon père. Les sirènes étaient juste dehors maintenant. Des lumières rouges et bleues clignotaient à travers les fenêtres, peignant la salle à manger de couleurs alternées. Le visage de ma sœur s'est décomposé, la rage s'estompant pour laisser place à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle a lâché la pince et celle-ci a heurté le parquet avec un bruit métallique qui semblait anormalement fort. « Nous sommes une famille », a dit ma mère, sa voix prenant un ton suppliant. « On n'implique pas les étrangers dans les affaires de famille. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur que tu es tombé. » La sonnette a retenti, suivie immédiatement de coups forts. « Police, ouvrez la porte !» J'ai dépassé ma sœur, dépassé mes parents, laissant une traînée de sang sur leurs sols impeccables. Mon reflet s'est attardé dans le miroir du couloir en passant, et je me suis à peine reconnue. Le sang collait mes cheveux et tachait ma chemise. Mon visage était d'une pâleur mortelle, à l'exception d'une marque rouge vif qui s'épanouissait sur ma joue. J'avais l'air d'avoir survécu à une guerre. J'ai ouvert la porte pour trouver 2 officiers de police sur le porche, leurs mains posées sur leurs armes de service. Tyler se tenait derrière eux sur la pelouse, Maisie toujours dans ses bras, son visage enfoui contre son épaule. Une ambulance arrivait au bord du trottoir. « Je dois signaler une agression », dis-je, ma voix remarquablement stable. Plusieurs agressions, en fait, y compris une contre ma fille mineure. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de questions, de photographies et d'examens médicaux. Les ambulanciers ont déterminé que j'avais une côte fracturée et une oreille partiellement déchirée qui nécessitaient une réparation chirurgicale immédiate. Maisie avait des ecchymoses en forme de doigts qui se formaient sur son poignet, mais était par ailleurs physiquement indemne. Émotionnellement, c'était une autre histoire. Elle ne lâchait pas la main de Tyler, sursautant chaque fois que quelqu'un bougeait trop vite près d'elle. Ma sœur, mes 2 parents et même Tyler ont tous été emmenés au poste de police pour interrogatoire. J'ai appris plus tard que le témoignage de Tyler corroborait tout comme celui de Maisie, bien que les officiers aient essayé de minimiser l'interrogatoire de cette dernière compte tenu de son âge et de son traumatisme. Les preuves étaient accablantes, mes blessures, le sang sur les lieux, la pince avec mon ADN dessus, le poignet meurtri de Maisie. Ils ont inculpé ma sœur d'agression avec une arme mortelle et de tentative de mutilation. Mes parents ont fait face à des accusations de complot en vue de commettre une agression, de mise en danger d'enfants et de coups et blessures. Tous les 3 ont été libérés sous caution le lendemain matin avec des ordonnances de non-communication à mon encontre, ainsi qu'à l'encontre de Tyler et Maisie. J'ai passé 2 nuits à l'hôpital. L'opération de mon oreille s'est bien déroulée, bien que le chirurgien m'ait prévenu que j'aurais une cicatrice permanente et potentiellement une certaine perte auditive. La côte fracturée nécessitait simplement du temps et des analgésiques, mais les dommages psychologiques étaient plus profonds que n'importe quelle blessure physique. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la main de ma mère se lever vers le visage de Maisie. Je voyais la botte de mon père s'enfoncer dans mes côtes. Je voyais la haine dans l'expression de ma sœur alors qu'elle essayait de m'arracher l'oreille. Tyler a à peine quitté mon chevet. Il a apporté des vêtements propres, a géré les appels de mon employeur, a pris des dispositions pour qu'un conseiller en traumatologie voie Maisie. Ses parents ont conduit depuis un état à 3 heures de route pour aider à la garde des enfants. Ils étaient horrifiés quand il a expliqué ce qui s'était passé, incapables de comprendre comment des parents pouvaient faire de telles choses à leur propre enfant.
Le 3e jour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Oli, la voix de ma mère, faible et tendue. S'il te plaît, tu dois abandonner ces charges. Ta sœur est en train de s'effondrer. La réputation de ton père est en train d'être détruite. Les gens parlent. L'histoire se répand en ville. Tu déchires cette famille. C'est moi qui déchire la famille? Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous m'avez maintenu pendant que ma sœur m'agressait. Vous avez essayé de frapper ma fille pour la faire taire. Et vous pensez que c'est moi qui détruis cette famille? C'était un moment de folie. Nous avons tous perdu le contrôle pendant une minute. La famille s'entraide dans les moments difficiles, elle ne se traîne pas mutuellement devant les tribunaux comme des étrangers. Vous avez cessé d'être ma famille à la seconde où vous avez choisi sa crise psychotique plutôt que ma sécurité. Vous avez définitivement cessé d'être ma famille quand vous avez mis les mains sur mes i. Ma voix est restée calme, presque clinique. N'appelez plus ce numéro. Adressez toute communication au bureau du procureur. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père, le numéro de ma sœur, et chaque parent qui pourrait servir de messager pour me culpabiliser et me faire abandonner les charges. Tyler était assis à côté de moi, me serrant la main en signe de soutien silencieux. La procureure chargée de l'affaire était une femme sévère d'une 50aine d'années qui traitait des cas de violence domestique depuis 2 décennies. Elle a exposé les peines potentielles. Ma sœur risquait jusqu'à 10 ans de prison si elle était reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Mes parents jusqu'à 5 ans chacun. Elle a expliqué que les affaires d'agression impliquant des membres de la famille aboutissaient souvent à des peines réduites ou à des accords de plaidoyer, surtout pour les primo-délinquants. Mais elle a également précisé qu'elle était prête à aller jusqu'au procès si nécessaire. Les preuves sont solides, m'a-t-elle dit lors d'une réunion. Blessures physiques, plusieurs témoins, larmes sur les lieux. Ils vont essayer de présenter cela comme un conflit familial qui a mal tourné. Invoquer le coup de sang. Demander la clémence. Mais cette photo du poignet de votre fille est accablante. Les jurys n'aiment pas les adultes qui font du mal aux enfants. Mon avocat a été tout aussi direct au sujet de la procédure civile que nous préparions. Vous pouvez poursuivre pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, le traumatisme de votre fille. Compte tenu de la gravité et du fait qu'il s'agit de membres de la famille qui ont violé la relation de confiance, vous pourriez obtenir des dommages et intérêts substantiels. Le défi sera de recouvrer les fonds. Sont-ils riches? Possèdent-ils des biens immobiliers? Mes parents possédaient leur maison sans hypothèque, d'une valeur d'environ 400 000 $ sur le marché actuel. Mon père avait un portefeuille de retraite décent. Ma sœur avait quelques actifs de son règlement de divorce. Rien qui ne me rendrait riche, mais assez pour s'assurer qu'ils en ressentent les conséquences financières aussi bien que pénales. Au début, j'ai lutté contre la culpabilité. La voix dans ma tête, entraînée depuis l'enfance, murmurait que la famille pardonne, que les liens du sang sont les plus forts, que j'étais vindicative et cruelle. Mais ensuite, je regardais les yeux hantés de Maisie où je me surprenais à toucher inconsciemment mon oreille bandée, et la culpabilité s'évaporait. Ils avaient fait leur choix. Les actions ont des conséquences. L'audience préliminaire a eu lieu 6 semaines après l'incident. Les 3 accusés ont plaidé non coupables, exactement comme prévu. L'avocat de la défense a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un regrettable conflit familial qui avait pris des proportions démesurées, que ma sœur était sous une pression émotionnelle extrême à cause de son divorce, que mes parents essayaient simplement d'aider leur fille clairement en détresse, et que les choses avaient dégénéré au-delà des intentions de quiconque. Le procureur a présenté les photographies de mes blessures, a montré la pince marquée comme preuve, a joué l'enregistrement du 911 où l'on pouvait entendre la voix terrifiée de Maisie sangloter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils font du mal à ma maman. Le juge a fixé une date de procès et a maintenu les ordonnances de non-communication. Je les ai vus de l'autre côté de la salle d'audience, blottis les uns contre les autres comme les victimes d'une grande injustice. Ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Mon père était assis, le visage de pierre, fixant droit devant lui. Ma sœur avait l'air décharnée et les yeux creux, l'ombre d'elle-même.
Une partie de moi a eu pitié à la vue de leur déchéance. Mais une plus grande partie s'est souvenue du craquement de la pince sur le cartilage, du choc de la botte de mon père dans mes côtes, de ma mère se jetant sur ma fille terrifiée. La nouvelle s'est répandue dans notre famille élargie comme une traînée de poudre. Certains se sont ralliés à mes parents et à ma sœur, convaincus qu'il devait y avoir plus à l'histoire, que j'exagérais ou que je mentais. D'autres ont été horrifiés et m'ont contacté pour exprimer leur soutien. La famille s'est fracturée nettement en deux. Les lignes de bataille étaient tracées. Des relations probablement détruites à jamais. Ma tante du côté de mon père m'a appelé, bien qu'elle sache que je filtrais mes appels. J'ai répondu parce que nous avions toujours été proches. Ton père dit que tu montes tout ça en épingle, a-t-elle commencé. Il dit que tu as toujours été dramatique, que tu utilises ça pour attirer l'attention et l'argent. T'a-t-il montré les photos de mon oreille ou du poignet meurtri de ma fille, ai-je demandé froidement. Silence. Puis, doucement, non. Non, il ne l'a pas fait. Alors peut-être devrais-tu te demander pourquoi. Si je suis dramatique et que je monte les choses en épingle, les preuves devraient sûrement étayer sa version des faits. J'ai mis fin à l'appel. Elle m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. Je suis tellement désolée. J'ai demandé à voir les preuves et il est devenu sur la défensive et en colère. Je te crois. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Le procès a eu lieu 4 mois après l'agression. Ces mois ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Maisie a commencé à faire des cauchemars, se réveillant en hurlant que quelqu'un me faisait du mal. Elle est devenue collante et anxieuse. Le procès a duré 5 jours. L'accusation a méthodiquement construit son dossier, témoin par témoin, pièce à conviction par pièce à conviction. Tyler a témoigné de ce qu'il avait vu. Les ambulanciers ont témoigné de mes blessures. Le chirurgien a témoigné du travail de réparation nécessaire sur mon oreille. Le psychologue pour enfants a témoigné de l'impact sur Maisie, qui, heureusement, n'a pas eu à témoigner elle-même. Pendant le témoignage de Tyler, l'avocat de la défense a essayé de le piéger, suggérant qu'il avait peut-être mal interprété ce qu'il avait vu, que le chaos du moment avait pu déformer sa perception. Tyler n'a pas fléchi. Il a décrit avec une précision chirurgicale comment mes parents m'avaient physiquement maîtrisé pendant que ma sœur brandissait la pince, comment ma mère s'était jetée sur Maisie et lui avait serré le poignet assez fort pour laisser des ecchymoses. Le jury était suspendu à ses lèvres, plusieurs membres visiblement troublés par son récit. Un juré a même eu un hoquet de surprise lorsque l'accusation a montré la photographie de mon oreille prise aux urgences. Le cartilage était partiellement écrasé, saignant abondamment, nécessitant une microchirurgie pour réparer les dommages et prévenir une déformation permanente. Une autre photo montrait les ecchymoses parfaites en forme de doigts encerclant le petit poignet de Maisie, violette et jaune sur sa peau pâle. Ces images semblaient changer quelque chose dans l'atmosphère de la salle d'audience. Le mari de ma sœur a été appelé comme témoin, ce qui a manifestement pris la défense par surprise. Il a témoigné que leur mariage était en difficulté depuis des années, que ma sœur était devenue de plus en plus instable et exigeante, que ses attentes à mon égard étaient devenues déraisonnables bien avant leur séparation. Il a déclaré clairement que leur divorce n'avait rien à voir avec mon refus de faire du babysitting cet après-midi-là. Sa décision mûrissait depuis des mois, influencée par son comportement envers lui et leurs enfants, et non par quoi que ce soit que j'ai fait ou omis de faire. La défense a tenté de le discréditer en le présentant comme un ex-conjoint amer, mais son calme et ses exemples détaillés étaient convaincants. L'accusation a également fait venir des voisins qui avaient entendu l'agitation cette nuit-là, qui avaient vu les voitures de police et l'ambulance, qui ont témoigné du sang visible sur mes vêtements alors que les ambulanciers me chargeaient dans l'ambulance. Une voisine, une femme âgée qui vivait à 3 maisons de là, a raconté en larmes avoir vu Maisie être emportée par Tyler, le visage de l'enfant pressé contre l'épaule de son père, son petit corps secoué de sanglots. L'image qu'il a peinte était dévastatrice. Ce qui m'a le plus surprise, c'est le témoignage des propres enfants de ma sœur. L'accusation les avait interrogés dans le cadre de la constitution du dossier, et bien qu'ils n'aient pas témoigné au tribunal en raison de leur âge, leurs déclarations aux enquêteurs ont été versées au dossier. Les 2 enfants ont décrit la colère croissante de leur mère dans les semaines qui ont suivi le départ de leur père, comment elle avait ragé contre moi, m'avait blâmé à plusieurs reprises,
s'étaient mises dans des états de fureur lorsque mon nom était mentionné. Ils avaient été effrayés par son comportement, confus par sa fixation. Leur récit peignait le tableau de quelqu'un sombrant dans une instabilité dangereuse, et non simplement d'une personne qui avait brièvement perdu le contrôle en un seul instant. La défense a fait de son mieux. Des témoins de moralité ont parlé de la bonté de mes parents, de l'implication de ma mère dans son église, du bénévolat de mon père dans les sports pour jeunes. Le thérapeute de ma sœur a témoigné de son état mental pendant son divorce, brossant le portrait d'une femme en crise qui avait brièvement perdu le contrôle. L'avocat de la défense m'a contre-interrogé agressivement, essayant de trouver des failles dans mon histoire, suggérant que j'avais exagéré la gravité de l'agression, insinuant que j'étais motivée par l'argent plutôt que par la justice. Je suis restée calme et cohérente, m'en tenant aux faits, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. Le jury a délibéré pendant 7 heures. J'étais assise à la cafétéria du palais de justice avec Tyler, buvant un café qui avait le goût de carton, regardant l'horloge. Quand l'huissier nous a finalement rappelés, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les joindre sur mes genoux. Coupable sur tous les chefs d'accusation principaux. Ma sœur reconnue coupable d'agression avec une arme mortelle. Mes parents reconnus coupables de complot en vue de commettre une agression et de mise en danger d'enfants. L'accusation de coups et blessures contre mon père a également été retenue. La salle d'audience a éclaté en murmures et en halètements. J'ai entendu quelqu'un pleurer derrière moi, probablement l'un de leurs partisans. Le prononcé de la sentence a eu lieu 2 semaines plus tard. Ma sœur a reçu 8 ans dans une prison d'État. Mes parents ont chacun reçu 3 ans. Tous les 3 seraient éligibles à la libération conditionnelle après avoir purgé 60% de leur peine. La déclaration du juge a été cinglante, notant la nature particulièrement odieuse d'agresser un membre de la famille devant un enfant, puis de menacer ce même enfant pour garder le silence. Je n'ai ressenti aucun triomphe en les voyant emmener menottées. Juste une sorte de soulagement creux que ce soit enfin terminé, mêlé de chagrin pour ce que ma famille avait été, ou ce que j'avais toujours cru qu'elle était. Peut-être n'avions-nous jamais vraiment été l'unité soudée que j'avais imaginée. Peut-être que le dysfonctionnement avait toujours été là, tapis sous la surface, attendant le bon déclencheur pour exploser. La poursuite civile s'est réglée à l'amiable 3 mois après la fin du procès pénal. Leur avocat savait qu'il n'avait aucune chance au procès compte tenu des condamnations pénales. Nous avons négocié un règlement structuré qui serait versé sur 10 ans, couvrant tous les frais médicaux, les coûts de thérapie et fournissant une compensation supplémentaire pour la douleur et la souffrance. J'ai également obtenu la propriété de plusieurs actifs de valeur que mes parents avaient espéré protéger. Ils allaient déclarer faillite dans l'année, d'après ce que leur avocat a dit au mien. Les négociations de règlement ont été brutales à leur manière. Leur avocat n'arrêtait pas d'essayer de minimiser les dommages, arguant que mon oreille avait été réparée avec succès, que les ecchymoses de Mésis s'étaient estompées, que nous allions essentiellement bien maintenant, alors pourquoi devrait-il tout perdre ? Mon avocat a mis fin à cela rapidement, soulignant que la guérison physique n'efface pas le traumatisme, que Mésis suivait une thérapie 2 fois par semaine et le ferait pendant des années, que j'avais perdu des revenus importants pendant ma convalescence et que j'avais des besoins médicaux continus. Nous avons dû fournir un décompte détaillé de chaque dépense liée à l'agression, facture médicale, reçu de pharmacie, quote-part de thérapie, salaire perdu, même le coût du voyage des parents de Tyler pour nous aider pendant la crise. Tout cela s'est additionné pour atteindre un chiffre stupéfiant, et c'était avant même que nous n'abordions la douleur, la souffrance ou les dommages pour détresse émotionnelle. Leur avocat s'est moqué de notre demande initiale, la qualifiant d'excessive et de punitive. Nous n'avons pas cédé. Le tournant est survenu lorsque nous avons clairement indiqué que nous étions prêts à aller au procès si nécessaire. Un procès civil serait public, attirerait encore plus l'attention des médias, exposerait chaque détail sordide de ce qu'ils avaient fait. Plus important encore, après les condamnations pénales, nous gagnerions presque certainement, et le jugement pourrait être encore plus élevé que notre offre de règlement. Face à cette réalité, ils ont cédé. Leur avocat a demandé une dernière réunion pour finaliser les termes. J'ai insisté pour être présente à cette négociation finale, contre l'avis initial de mon avocate. Elle craignait que ce soit trop émouvant, trop difficile de les voir de l'autre côté de la table. Mais j'avais besoin de les regarder dans les yeux une dernière fois.
J'avais besoin qu'ils voient ce qu'ils m'avaient fait. Quand nous sommes entrés dans cette salle de conférence et que je les ai vus assis là, diminués et vaincus, je n'ai absolument rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de colère, pas de chagrin, juste un vide glacial. Ma mère a essayé de me parler directement, a commencé à dire quelque chose sur la façon dont cela les détruisait financièrement. Mon avocate l'a immédiatement interrompu, rappelant à tout le monde que toute communication passait par les conseillers juridiques. Mais j'avais vu la supplique dans les yeux de ma mère, l'attente que je m'adoucisse, qu'un reste de loyauté filiale me rende miséricordieuse. Elle ne comprenait toujours pas qu'elle avait tué cette partie de moi en attrapant le poignet de Maisie. Les termes finaux du règlement étaient durs mais justes. Ils liquideraient leurs actifs, mettraient en place des plans de paiement, seraient essentiellement endettés envers moi pour la prochaine décennie. Les rêves de retraite de mon père étaient anéantis. Ma mère devrait retourner travailler bien qu'elle soit proche de l'âge de la retraite. Ma sœur sortirait de prison pour faire face à la ruine financière. Une partie de moi reconnaissait cela comme l'aspect de la vengeance. Les gens comprendraient le démantèlement complet de leur vie confortable. Mais honnêtement, je voulais juste une compensation pour ce qu'ils nous avaient coûté. Ni plus, ni moins que ce qui nous était dû. L'argent ne guérissait pas les blessures, mais il apportait la sécurité. Je pouvais me permettre les meilleurs thérapeutes pour Maisie sans me soucier de la couverture d'assurance. Je pouvais prendre des congés quand c'était nécessaire sans stress financier. Je pouvais construire un avenir pour ma famille sans l'ombre de la dette médicale qui planait sur nous. Maisie s'est lentement améliorée. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à sourire, à rire aux éclats, à interagir avec ses amis. Son thérapeute a dit qu'elle était résiliente, qu'avec un soutien et une sécurité constants, les enfants pouvaient se remettre remarquablement bien d'un traumatisme. Mais il y avait encore des jours difficiles où quelque chose déclenchait un souvenir, et je la trouvais en train de pleurer dans sa chambre, demandant pourquoi ses grands-parents nous avaient fait du mal. Je n'avais pas de bonne réponse à cette question. Même maintenant, des années plus tard, je ne comprends toujours pas entièrement ce qui s'est passé cette nuit-là. Étaient-ce des années de complaisance et de dysfonctionnement qui atteignaient enfin un point de rupture ? Était-ce une maladie mentale non traitée chez ma sœur qui a infecté tout le système familial ? Était-ce simplement qu'ils avaient toujours été capables de cette violence, et que j'avais eu la chance de ne pas en être témoin jusqu'à ce moment-là ? Tyler et moi nous sommes rapprochés à travers cette épreuve, notre mariage renforcé par le fait d'affronter une crise aussi grave ensemble. Il n'a jamais suggéré une seule fois que je devrais pardonner ou me réconcilier, ne m'a jamais poussé à considérer leur point de vue. Il avait vu de quoi ils étaient capables, et cela lui suffisait. Ses parents sont devenus comme des parents de substitution pour moi aussi, comblant le vide avec un amour et un soutien sincères. Certains des parents qui avaient initialement pris parti pour mes parents ont fini par changer d'avis. Ils visitaient les prisons, voyaient la réalité de là où leurs actions les avaient menés et réalisaient lentement que ce n'était pas juste une querelle de famille montée en épingle. Quelques-uns m'ont contacté pour s'excuser d'avoir douté de moi. J'ai accepté leurs excuses mais je les ai gardées à distance. La confiance, une fois brisée si complètement, ne se reconstruit pas facilement. Ma sœur sera éligible à la libération conditionnelle l'année prochaine. Mes parents pourraient être libérés dans quelques mois s'ils maintiennent une bonne conduite. J'ai déjà informé leur commission de libération conditionnelle que je m'oppose à une libération anticipée et que je fournirai des déclarations sur les répercussions pour la victime. Reste à savoir si cela influencera leur décision. J'ai encore des cauchemars parfois. Je rêve que je suis de retour dans cette salle à manger, piégée pendant que ma sœur s'approche de moi avec la pince, mes parents me maintenant en place. Je me réveille en haletant, ma main volant vers mon oreille, ayant besoin de confirmer qu'elle est toujours là. Tyler a appris à reconnaître les signes, à me serrer dans ses bras jusqu'à ce que la panique passe, me murmurant que je suis en sécurité maintenant. La cicatrice sur mon oreille est permanente, une crête de tissu épaisse que le maquillage ne peut cacher. J'essayais de la couvrir avec mes cheveux, mais j'ai fini par ne plus m'en soucier. Laissons les gens la voir. Qu'ils posent des questions s'ils sont assez courageux. Je leur dirai exactement ce qui s'est passé, et je regarderai leur visage pendant qu'ils réalisent que la propre famille de quelqu'un a pu faire une telle chose.
Maisie pose parfois des questions sur ses grands-parents, généralement quand elle voit d'autres enfants avec des grands-parents impliqués. Je lui dis la vérité en des termes adaptés à son âge, qu'ils ont fait de très mauvais choix qui nous ont fait du mal, et qu'en conséquence, ils ne peuvent plus faire partie de nos vies. Elle semble l'accepter, bien que je sache que des conversations plus difficiles nous attendent à mesure qu'elle grandira et voudra des explications plus détaillées. Les gens disent que le temps guérit toutes les blessures, mais je pense que c'est un mensonge que nous nous racontons pour rendre la douleur plus supportable. Le temps ne guérit pas. Il change simplement la forme de la blessure. Il en fait quelque chose que l'on apprend à porter plutôt que quelque chose qui saigne activement. La trahison fait encore mal quand je me permets d'y penser. La perte de toute ma famille d'origine me fait encore mal comme un membre fantôme. Mais je construis quelque chose de nouveau. Une famille basée sur le choix et la confiance plutôt que sur l'obligation et le sang. Tyler et moi discutons d'avoir un autre enfant, bien que je sois terrifiée par la grossesse après tout ça, inquiète que le stress puisse déclencher des complications. Ses parents plaisantent en disant qu'ils veulent plus de petits-enfants à gâter. Maisie dit qu'elle adorerait avoir un petit frère ou une petite sœur. Je suis devenue une militante pour les victimes de violences domestiques, en particulier celles qui subissent des abus de la part de membres de leur famille. Je prends la parole dans des groupes de soutien, partageant mon histoire pour aider les autres à se sentir moins seuls. Il y a quelque chose de puissant à se tenir devant une salle de survivants et à dire « Je comprends. Je suis passé par là. » Vous n'êtes pas fou de porter plainte contre vos parents ou vos frères et sœurs. Vous ne détruisez pas votre famille. Ils l'ont détruite quand ils ont choisi la violence. La question qu'on me pose le plus souvent est de savoir si je leur pardonnerai un jour. La réponse est compliquée. Je ne leur souhaite aucun mal. Je ne passe pas mes journées à fantasmer sur la vengeance ou à me réjouir de leur emprisonnement. Mais le pardon exige un certain niveau de reconnaissance et de remords, et je n'ai reçu ni l'un ni l'autre. Ils ont maintenu leur innocence tout au long du procès, se sont présentés comme des victimes de ma vindicte, même alors que les preuves de leur culpabilité s'accumulaient. Ma mère a envoyé une lettre de prison l'année dernière. Elle est arrivée le jour de mon anniversaire, ce qui m'a semblé être une manipulation calculée. Dedans, elle écrivait qu'elle priait pour moi tous les jours. Qu'elle espérait que je trouverais dans mon cœur la force de leur pardonner. Que les familles devraient rester unies dans les moments difficiles. Pas une seule fois elle n'a reconnu ce qu'ils avaient fait. Pas une seule fois elle ne s'est excusée ou n'a pris ses responsabilités. Elle a présenté toute la situation comme une tragédie qui nous était arrivée à tous de manière égale, comme si nous étions tous victimes d'une force extérieure plutôt qu'elle n'ait été une participante active à mon agression. J'ai brûlé la lettre sans répondre. Mon thérapeute a dit que je n'avais aucune obligation de m'engager dans des tentatives de manipulation déguisées en réconciliation. Elle m'a rappelé que de vraies excuses incluent la reconnaissance du mal causé, l'acceptation de la responsabilité et un changement de comportement. Des mots sur du papier ne signifient rien sans ces éléments. Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si j'étais restée silencieuse cette nuit-là. Si j'avais dit à la police que tout était un malentendu. Si j'avais fait ce que ma mère exigeait et protégé l'image de la famille. Je serais probablement encore à ces dîners du dimanche, prétendant que tout allait bien, marchant sur des œufs pour éviter de déclencher une autre explosion. Maisie aurait appris que la violence contre sa mère était acceptable, que la loyauté familiale signifiait protéger les agresseurs. Tyler aurait fini par insister pour que nous coupions les ponts, ou pire, notre mariage se serait peut-être effondré sous la tension de mon refus de protéger notre fille. Au lieu de cela, j'ai choisi le chemin le plus difficile. Le chemin qui signifiait témoigner contre mes propres parents au tribunal. Le chemin qui a fait de moi une paria pour une partie de ma famille élargie. Le chemin qui a nécessité des années de thérapie et d'innombrables conversations difficiles. Mais c'était aussi le chemin qui a appris à Maisie que personne n'a le droit de lui faire du mal, quelle que soit sa relation. Le chemin qui lui a montré que parler et chercher de l'aide est courageux, pas honteux. Le chemin qui a prouvé qu'elle est toujours ma première priorité, avant la loyauté familiale, la pression sociale ou la peur du jugement. Les cicatrices demeurent, visibles et invisibles. Mais les cicatrices sont la preuve de la survie, la preuve que quelque chose a essayé de vous détruire et a échoué.
Chaque fois que j'aperçois mon reflet et que je vois cette marque sur mon oreille, je me souviens que je suis plus forte que je ne le pensais. J'ai protégé ma fille. J'ai tenu ma famille pour responsable. J'ai refusé d'être réduite au silence. Ils voulaient me mettre en pièces cette nuit-là, littéralement et métaphoriquement. Au lieu de cela, ils ont mis en pièces l'illusion de ce que je pensais qu'ils étaient, et ce faisant, m'ont libérée pour construire quelque chose de mieux. La famille que j'ai créée avec Tyler, Maisie et ses parents est bâtie sur des fondations de respect, de sécurité et d'amour véritable, et non d'obligation, de peur et d'apparence à maintenir. Alors non, je ne regrette pas ce que j'ai fait dans ce moment de rage quand j'ai vu ma mère tendre la main vers ma fille. Je ne regrette pas d'avoir appelé la police, ni d'avoir porté plainte, ni d'avoir poursuivi toutes les voies légales à ma disposition. Je ne regrette pas de les avoir vus condamnés et emmenés pour purger leur peine pour leurs crimes, parce que l'alternative était d'apprendre à ma fille qu'elle comptait moins que de garder les secrets de famille, et c'était une option avec laquelle je n'aurais jamais pu vivre.